Bienvenue sur le podcast Graines d'étoiles qui donne la parole à des personnes qui sont acteurs et actrices de leur vie. Je suis Sarah et j'anime ce podcast avec beaucoup de joie pour créer un monde où tout le monde est plus conscient de sa nature spirituelle et l'intègre dans son quotidien. Si vous êtes sur un chemin de développement personnel ou spirituel, si vous vous sentez seul sur ce chemin ou si vous avez des questions, vous êtes au bon endroit. Le podcast vise à révéler la graine d'étoile qui sommeille en chacun d'entre nous. Et si vous avez l'élan de le partager, de le diffuser ou bien même de le noter sur Apple Podcasts, je vous en serais extrêmement reconnaissante. Ça m'aide à le diffuser encore plus largement. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Graines d'étoiles et aujourd'hui j'ai la joie d'être accompagnée par Anne Gaïd. Donc, bonjour à toi Anne Gaïd et bienvenue. Bonjour Sarah et merci beaucoup pour cette belle invitation. Alors pour te présenter rapidement quand même, t'es une personne très chère à mon cœur. Je t'ai rencontrée il y a presque un an tout pile en fait lors d'une formation qui était assurée par Lily et par Katia. Et si je devais te présenter à des gens qui ne te connaissent pas, je dirais que tu es une personne magnifique qui porte haut et fort et toujours avec un cœur immense en fait des sujets qui sont pas simples tels que le sexisme dont tu nous reparleras peut-être. Aujourd'hui, tu es facilitatrice notamment, créatrice des ateliers ISO-XY pour déconstruire les préjugés sexistes en entreprise. Tu es aussi animatrice de la fresque de la diversité et tu as sûrement d'autres casquettes que j'ignore et dont tu vas peut-être nous reparler. Tous les mois, depuis un an, on échange sur nos collaborations pour les améliorer, les faire évoluer, changer de posture et prendre du recul en fait un peu sur notre quotidien. Et au milieu de ces échanges un peu magiques et un peu hors du temps chaque mois est née l'idée d'enregistrer un podcast sur ce qui te caractérise en fait peut-être un peu le mieux finalement, ton immense ouverture au monde et aux autres avec une forme d'intelligence du cœur que je trouve hyper rare. Tu as un parcours assez atypique que tu vas peut-être nous retracer, mais ce qui ressort vraiment comme fil rouge, c'est cette ouverture et ce besoin presque d'ouverture à l'autre. Donc, bienvenue à toi vraiment, Angaïd. Et j'ai senti que tu voulais t'exprimer, donc je te laisse rebondir peut-être sur ce que j'ai dit. Ah, merci beaucoup Sarah. Non, en fait j'ai été touchée par ce bel élan et cette énergie et émue aussi parce que je me sens très chanceuse de t'avoir rencontré il y a un an, très chanceuse de t'avoir dans ma vie depuis et d'avoir pu aussi de loin, puisque nous n'habitons pas proches l'une de l'autre, vivre certaines des grandes étapes de transformation de ta vie à toi des derniers mois. Voilà, cette chance d'avoir pu me connecter à quelqu'un comme toi qui, pour moi, incarne tous les mots que tu viens de dire en parlant de moi, d'ouverture à l'autre, d'inspiration et d'énergie et d'amour en fait, d'amour de l'autre. Merci, on adore les miroirs du coup. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je pense que c'est important qu'on pose cette question en ouverture, mais avec quel mood tu arrives en fait? Quelle météo un peu du jour tu aurais Merci pour cette question. Je, c'est la première fois que je fais un podcast, donc je suis un petit peu intimidée. Et puis, on enregistre ce podcast fin octobre 2023 et le monde va pas très très bien ces jours-ci. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui souffrent dans le monde et ça m'atteint, ça me rend triste. Je suis quelqu'un de fondamentalement en fait dans l'espoir, dans l'élan et au quotidien je recherche l'harmonie entre les gens et aussi à titre personnel et du coup c'est difficile en ce moment de d'entendre cette harmonie et de garder cet élan et je souffre de la souffrance du monde euh, et ça s'invite dans le podcast aujourd'hui euh, et c'est contrebalancé par toujours l'effet que me fait ta voix quand j'écoute tes podcasts, quand nous échangeons, quand nous nous appelons, et qui est un vrai baume de douceur qui me fait du bien. Donc, je suis aussi dans cette énergie de me dire que cette heure va me faire du bien aussi, même si ça m'intimide un peu de parler de moi sans savoir où ça ira. Merci de déposer ça et merci d'avoir le courage d'être derrière le micro parce que pour en faire les deux, je sais que c'est tellement plus simple de poser les questions. Et ma première question à tous les invités qu'ils adorent évidemment, c'est qui es-tu Anne Gaïd avec tes propres mots? Est-ce que tu peux nous présenter un peu la personne que tu es aujourd'hui? J'ai du mal à trouver un mot. Alors, ça tombe bien parce que j'ai un prénom unique
Et du coup, j'ai du mal à trouver des mots qui me définissent bien. Pendant longtemps, je me suis définie comme étant une slasheuse, puisque je suis facilitatrice en intelligence collective, slash consultante en diversité et en inclusion, slash animatrice de la fraise de la diversité, slash conceptrice d'ateliers expérientiels pour réagir face à des situations discriminantes, slash mère de 3 enfants, slash chanteuse et comédienne, slash tout un tas d'autres choses. Euh, et en même temps, je trouve que tout ça reste très, très réducteur. En résumé, je suis Anne Gaïd avec 1000 vies, 1000 envies. Et là, tout de suite, là, maintenant, je suis un petit point de lumière dans l'univers, entouré de plein de petites étoiles qui m'entourent et que j'ai la chance parfois de côtoyer. Et on a plein de graines d'étoiles qui sont en train de nous écouter, donc on adore aussi. Alors, on parle un peu beaucoup quand même de conscience, en tout cas de conscience du quotidien dans ce podcast. Toi, ça serait quoi ta vision de la conscience aujourd'hui? Alors, forcément, j'ai réfléchi à cette question avant qu'on se parle aujourd'hui et je me rends compte que je fonctionne beaucoup en arborescence et souvent en 3 points. Et donc, pour moi, la conscience, d'une part, c'est vraiment être connecté au vivant. Et ce vivant, c'est la planète, c'est l'environnement dans lequel on évolue au quotidien, c'est l'autre, l'autre, mes enfants, mon mari, ma maman, mes amis, les gens que je vais croiser dans la rue tout à l'heure. Et c'est moi. C'est moi qui suis vivante et c'est la conscience de moi et du rôle que j'ai à jouer. Et cette conscience, elle est à la fois immatérielle, c'est la spiritualité que je peux mettre dans mes actions, dans mes actes. C'est l'immatériel tel que l'amour ou la joie que tu peux partager et donner aux autres. Et puis, c'est la conscience, elle est matérielle aussi. De quoi je me nourris physiquement, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que j'écoute comme musique, comment j'écoute mes besoins et comment est-ce que mon action, elle permet aussi de nourrir ce matériel. Cette conscience, elle se touche et elle ne se touche et elle se sent. Et pour rester sur cette notion de quoi tu te nourris, pour moi, en fait, cette conscience, elle nourrit l'espoir, l'espoir de la vie. Elle nourrit la quête de sens. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là aujourd'hui et maintenant? Et sur ma date de naissance et ma date de mort. Et puis, elle nourrit la gratitude. La gratitude euh, de faire partie de ce grand tout que je trouve vraiment merveilleux. Et puis, cette conscience, elle est à court terme, le moment présent. Comment est-ce que je suis en pleine conscience de ce qui se passe ici et maintenant? C'est quelques minutes qu'on partage toutes les deux. Elle est à moyen terme. Qu'est-ce qui, dans mon quotidien, elle va être écologique pour moi, va m'apporter un équilibre entre ma vie perso, ma vie pro, ma vie sociale? Est-ce que c'est le bon moment pour moi de faire ça ici, cette action, par exemple, tu parlais du sexisme, est-ce que, voilà, la conscience que c'est ce que je suis censée faire là maintenant? Et puis, il y a la conscience à long terme. Comment est-ce que je fais pour ne pas m'éparpiller? Comment est-ce que je fais pour être dans cette flèche de vie et être dans le pourquoi je suis là? Donc, pardon, parce que peut-être ça part un peu dans tous les sens, mais pour moi, la conscience, ça évoque vraiment tout ça. Comme, comme une goutte qui tomberait dans un lac, en fait, et donc les cercles concentriques qui résonnent, en fait. Et je reviens aussi à cette idée d'harmonie, de comment est-ce que tu visualises une harmonie et les ondes. La conscience, c'est l'onde qui part de toi et de qui tu es, l'être intrinsèque, vers les autres et de manière, l'effet papillon, de manière universelle. C'est tellement poétique, je vais avoir du mal à rebondir là-dessus. Merci de nous inviter dans cette vision de la conscience que tu as, toi. Vraiment, merci. Et du coup, on va quand même parler d'ouverture. Tu en as déjà parlé beaucoup dans ce qui te définit toi et dans ta vision de la conscience, mais on va rentrer un peu dedans. C'est quoi l'ouverture au monde et pourquoi en fait c'est important finalement? Peut-être que tu connais la parabole de l'éléphant.
que je vais résumer. Un roi convoque 6 aveugles autour d'un éléphant et leur propose de toucher l'éléphant et de dire pour vous, qu'est-ce que l'éléphant? Alors, tu as un aveugle qui va toucher la trompe, qui va dire l'éléphant est un tuyau. T'as un aveugle qui va toucher la patte et qui va dire l'éléphant est un poteau. Celui qui va toucher son ventre, l'éléphant est un mur. Celui qui va toucher ses oreilles, l'éléphant est un grand éventail. Celui qui va toucher sa queue va dire l'éléphant est une corde. Chacun, à sa manière, a décrit l'éléphant tel qu'il le voyait, avec le petit bout de ce qu'il avait pu ressentir. Et aucun n'a tort, mais aucun n'a raison. Personne ne peut prétendre avoir une vision globale, en fait, du monde. On est tous extrêmement influencés par le monde dans lequel on a grandi, la famille, l'amour qu'on a reçu enfant, mais aussi au moment où on parle. Et tout ça vient influencer notre vision du monde. S'ouvrir à l'autre, c'est venir compléter ce grand kaléidoscope, en fait. C'est venir enrichir sa vision du monde et être peut-être plus en capacité d'avoir une vision la moins subjective possible et d'essayer de voir le monde finalement aussi proche de la réalité et le moins possible déformé par ses propres biais. S'ouvrir à l'autre, c'est une forme de responsabilité, je trouve, en fait. Est-ce que tu as toujours eu cette conviction qui t'a porté? Tu vois, la question que tu viens de me poser, ce que ça m'évoque, c'est que moi, je suis dans une fratrie de 4 et je suis la troisième de 4. Je me souviens en petite d'avoir parfois l'impression de ne pas être vue ou de ne pas être entendue. Peut-être que cette ouverture à l'autre, elle prend racine dans ce besoin de faire partie d'un tout et d'être entendue et perçue comme aussi importante que les plus grands ou les plus petits. Et puis j'ai eu la chance en fait d'avoir un papa qui était diplomate et donc on a voyagé petit et on a grandi à l'étranger, notamment en Australie, donc dans un environnement international. Et je pense que ça aussi, ça a beaucoup joué dans cette ouverture à l'autre. Donc là, ce que j'entends, c'est un peu ton enfance, ton cadre familial qui a forgé ça. Je sais que derrière, même dans tes cadres professionnels, tu as beaucoup expérimenté. Tu peux nous retracer rapidement ton parcours, sans dire ton CV, les lignes directrices qui ont forgé ta vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui. Euh, Bien au-delà du voyage, euh, euh, il y a vraiment l'entrepreneuriat, l'envie de chercher des solutions ou de proposer des solutions à ce qui me paraissait être des problèmes de société importants. Pour beaucoup, j'ai un parcours qui peut paraître sans cohérence. Ça commence par petite, je voulais être clown. Et puis finalement, passe ton bac d'abord. Et puis je fais une maîtrise de théâtre. J'écris mon mémoire sur la création de la comédie française. Et, euh, et grâce à cette maîtrise de théâtre, j'intègre une, euh, une école de commerce prestigieuse qui s'appelle l'ESSEC, directement en deuxième année comme admise sur titre. Généralement, quand on arrive en deuxième année, c'est plutôt après Sciences Po ou des études de littérature ou d'ingénieur. Et moi, j'arrive avec ma maîtrise de théâtre. Mais parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était, depuis toujours, c'était donner du bonheur aux gens. Ça s'est passé au travers de l'envie de travailler sur des événements de grande envergure. Comment réunir de très nombreuses personnes autour du divertissement, autour du culturel, autour du sport. Et puis ensuite, j'ai commencé donc à créer des boîtes. Une qui s'adresse notamment aux enfants à haut potentiel. Et donc, on commence à explorer cette notion de neuroatypie, l'hypersensibilité, le fait d'être différent, d'avoir un cerveau qui fonctionne différemment. Donc ça, c'est au travers d'Arborescence, un réseau d'écoles spécialisées qui existe encore aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a eu Ethic Event, une agence événementielle pour donner de la visibilité à des associations et à des initiatives citoyennes inspirantes. Et ça, notamment, un des événements que j'ai préféré faire, ça s'appelait le pique-nique féerique. Et c'était dans un bois à Paris, un jardin partagé. Euh, C'était un endroit magique, ça s'appelait le Bois d'Ormois. Il était resté isolé, en fait, c'était une dent creuse dans la ville, dans le nord du 18e à Paris, qui était resté en fait caché derrière des grandes
des grandes, comment on dit, les barrières de travaux. Et en fait, on avait rasé un immeuble et il y a cette forêt qui avait poussé depuis 70 ans derrière et personne n'avait mis les pieds dedans depuis 20 ans. Et juste quelques personnes du haut de leur immeuble voyaient cette forêt magique. Et en fait, on a réussi avec un collectif d'habitants à récupérer les clés et à en faire un jardin partagé. Et je me souviens, la première fois qu'on rentre dans ce lieu, il y avait des nids d'oiseaux à 1 mètre de haut. J'avais jamais vu ça, moi. Enfin, une forêt au cœur de Paris où il y a tellement jamais eu d'humains dedans depuis des dizaines d'années que les oiseaux n'ont même pas besoin de se percher à 12 mètres du sol. Ils sont là à 1 mètre parce que personne ne rentre, il n'y a pas de danger. Et donc, c'était pour donner de la visibilité et sauver ce jardin. Par exemple, le pique-nique féerique, c'était assez dingue. Et puis après ça, j'ai coordonné un lieu qui s'appelait l'Archipel à Paris aussi, qui était au cœur d'un centre d'hébergement d'urgence. Et en fait, l'objectif, c'était de créer une programmation culturelle qui permettait de rapprocher les personnes hébergées et les habitants du quartier en fait parisien vers la place de Clichy et de les amener à se rencontrer. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a fait des concerts acoustiques dans des hamacs. On a fait des festivals de hang sous la nef parce que c'était dans une chapelle désaffectée. Et là, on avait aussi un incubateur pour des entrepreneurs sociaux où on aidait en fait à démarrer des projets sociaux. Et puis bah, aujourd'hui, maintenant, je conçois des ateliers expérientiels sur les sujets de discrimination. Voilà. Donc, et je me rends compte, hein, quand je te raconte tout ça, que tout ça ne paraît pas forcément cohérent, et pourtant, si, totalement. En fait, j'ai eu tendance à faire confiance à l'univers, qui m'a envoyé des opportunités, des rencontres, des envies, l'instinct de faire quelque chose et de le reproduire, et qui, sans doute, m'a assez peu équipée de peur ou d'appréhension, et qui fait que ça me donne toujours l'élan de me lancer dans quelque chose. Un des meilleurs exemples, c'est le tour du monde qu'on a fait en famille. Notre numéro 3 à 6 mois, quand avec mon mari, on se dit, tiens, et si on allait se promener, en fait, si on allait voir comment c'était ailleurs, et on crée ce concept qui s'appelle le Very Good Trip, parce que j'aime bien cuisiner, que j'ai envie de pouvoir rentrer chez les gens et de leur proposer, en fait, de partager un repas. Et on part avec les 3 enfants en échange de maison et en camping-car pour aller à la rencontre de l'autre. Et notre fille a même pas 1 an quand on part. Objectivement, c'est de l'inconscience totale, mais je recommande fortement. C'est une expérience extraordinaire à vivre en tribu et, euh, et d'ouverture à l'autre totalement. Mais donc, il y a sans doute beaucoup, beaucoup d'inconscience chez moi et beaucoup de confiance dans la vie et dans les aventures qui me restent à vivre et à partager avec les autres. Comment tu fais pour avoir autant de confiance justement envers ce que te propose la vie? Je crois que je ne fais rien. Je crois que j'ai de la chance. Je crois que je crois aussi que je suis très complémentaire dans les personnes qui m'entourent. Je pense notamment à mon mari, Sébastien, qui est très ancré euh, dans une forme de sécurité aussi, en fait, qui m'apporte beaucoup un cadre et qui, euh, dans chacun de mes projets entrepreneuriaux, m'a dit, mais Anne-Gaïd, vas-y, fonce. Moi, je suis le socle qui te permet en fait de t'envoler et de tester des choses et d'essayer. Et donc, je pense que j'ai surtout la chance de faire partie d'une équipe en fait qui me permet d'explorer ça. Tu nous retraçais du coup un peu ton parcours. Il y avait du coup toujours cette ouverture à l'autre de quels que soient les milieux professionnels finalement dans lesquels tu as évolué, quelles que soient les aventures que tu as choisi de relever, enfin, d'explorer. Euh, Ce serait quoi aujourd'hui ta manière préférée de te connecter à l'autre? J'aime bien ta question. Merci. Euh, Il y a déjà d'une part, je suis. Alors, est-ce que j'ai envie de partager ça? Je ne sais pas. Je le dis et puis on verra après. Euh, je peux paraître facilement, enfin très sociable comme personne. Là où en réalité, ça me coûte de l'énergie. Et donc cet équilibre, il est important pour moi en fait, parce que euh, pouvoir me nourrir à titre personnel en promenant mon chien,
en voyant des belles choses, en cuisinant pour les gens que j'aime. C'est ça qui me permet d'avoir cette énergie de me connecter à l'autre. Il ne faut pas croire que se connecter à l'autre ne coûte rien, même quand ça donne l'impression que ça ne coûte rien. Euh, et donc ça, c'est vraiment la première partie de comment je me connecte. Et ensuite, je suis quelqu'un d'hypersensible. Il m'a fallu très longtemps pour me rendre compte que c'était une force avant d'être une fragilité. Que cette hypersensibilité, elle me permettait d'avoir un feeling sur les choses qui était souvent juste. Et donc, j'ai tendance à faire confiance à mon instinct et à la lumière des personnes, à ce qu'elles me font percevoir et ressentir. Mais, et ce mais est hyper important, et c'est vraiment un mais, c'est pas un et, mais travailler sur les sujets de diversité et d'inclusion te fait prendre conscience de tes biais cognitifs, qui sont très nombreux et qui sont très importants dans les mécaniques discriminatoires. Donc, à la fois, je me fie à mon instinct, mais je viens beaucoup challenger mes réactions et les pensées qui me traversent quand je rencontre quelqu'un pour me dire, est-ce que là, c'est vraiment moi qui pense ou est-ce que c'est mon cerveau, dans sa manière de traiter l'information, qui biaise? Prendre un exemple, je vis dans le sud, à Aix-en-Provence. L'accent du Sud est quelque chose que j'aime beaucoup et qui m'enracine et me rappelle que je suis chez moi. Et donc, quand je suis en déplacement ou que je travaille, si j'entends quelqu'un parler avec l'accent du Sud, je vais avoir tendance à le trouver plus sympathique, plus chaleureux, plus ouvert, à me dire qu'en fait, on va se connecter parce qu'en fait, on vient du même endroit. Dans les faits, en fait, ça vient influencer ma perception de la personne de manière positive. Ça marche de manière évidemment négative. Enfin, en tout cas, c'est jamais neutre. Et c'est d'essayer de ne jamais résumer les personnes à la première spécificité qui va me sauter aux yeux. Donc, et c'est pour ça que c'est un mais, c'est l'impression d'ensemble et de venir en fait la challenger au regard de ce que je sais, ce que j'essaye de travailler sur les biais cognitifs et la discrimination inconsciente, non intentionnelle. Ça fait lien avec une question que je voulais vraiment te poser parce que parmi tous ces sujets d'ouverture sur lesquels tu t'es déjà adressé, aujourd'hui tu as choisi de particulièrement travailler sur le sexisme. Qu'est-ce qui retient ton attention là-dessus? Qu'est-ce qui fait que tu t'es plongé cœur et âme dans ces sujets pour sensibiliser à travers des ateliers expérientiels? Il y a vraiment eu un déclencheur et qui fait suite à MeToo. Moi, toute ma vie, j'ai été plutôt face à des situations sexistes et à ne pas savoir comment réagir ou à réagir en fait en consternation. Tu sais, il y a trois manières différentes de réagir à une agression extérieure. Il y a fight, l'agression. Il y a flight, la fuite. Et il y a freeze, la consternation, ne rien faire, se mettre en mode sauvegarde. Moi, je réagis beaucoup, beaucoup en freeze la plupart du temps. Et sauf que j'ai réalisé, en fait, après MeToo, sachant que donc, mon troisième enfant est une fille qui aujourd'hui a 12 ans, que à chaque fois que je freeze, j'avais le sentiment que j'allais laisser dans la nature un prédateur potentiel qui, au lieu de s'attaquer à moi qui ai 47 ans et qui suis bien entourée et qui sait me faire accompagner quand j'ai besoin, eh bien, qui potentiellement allait venir agresser mon bébé. Et je le vivais de plus en plus mal. Et donc, j'avais besoin, je pense, d'agir pour, dans mon rôle, en fait, de mère louve, de défendre ma fille d'agresseur potentiel. Bon, pour la petite histoire, ma fille sait hyper bien réagir en situation sexiste et beaucoup mieux que moi la plupart du temps. Sans doute parce que elle grandit dans une famille où on en parle énormément et elle est assez libérée sur ces sujets et ancrée. Et je lui souhaite de rester comme ça. Et je la remercie de m'avoir mis sur cette voie parce que si elle n'a pas besoin d'elle, j'ai tendance à croire que d'autres personnes en ont besoin et que mes ateliers, à la manière du colibri, peuvent aider certains et certaines personnes, puisque mes ateliers, au final, je m'adresse
avant tout, enfin, je m'adresse à tout le monde et c'est des ateliers vraiment résolument inclusifs. Mais je me rends compte aussi que les hommes, et donc je pense aussi à mes deux fils aînés, hein, les deux plus grands, qui ont 22 et 16, ils savent les reconnaître, les situations sexistes, de plus en plus, mais qu'ils ne savent pas toujours y réagir. Je me souviens d'échanges avec des hommes de tous âges qui me disent bah, oui, bah, j'ai bien vu qu'il avait fait ça, et franchement, moi, je n'adhère pas, mais sur le moment, je n'ai pas envie en fait d'en rajouter une couche en mode sauveteur ou paternaliste, ou bah, je me dis qu'elle est capable de se défendre toute seule, qu'elle vit ça depuis toujours. Donc en fait, si elle dit rien, c'est que ça la dérange pas ou que elle s'en fout. Et c'était de pouvoir équiper les hommes en fait, qui aujourd'hui, je pense, sont sont plus conscients en fait des inégalités, sans toujours savoir comment devenir acteur du sujet. Donc, il y a vraiment MeToo qui est un déclencheur, la maternité qu'en est un autre. Et puis ensuite, tu commences à tirer ce fil-là et tu te rends compte que il y a plein de gens formidables qui font qui développent des outils et des conférences qui sont vraiment super et que j'aime beaucoup. Spontanément, je pense à Roxane Dupellé, à Kitry de Chafaud, à Marine Péchiola. Donc voilà, il y a plein de gens qui font des trucs vraiment chouettes, mais que moi aussi, j'avais le droit d'essayer de faire un truc chouette aussi. Et ce que je réalise en fait sur le sujet du sexisme, c'est avant tout comment réagir quand tu es témoin ou quand tu es concerné par une situation, et qu'en fait, ça marche aussi bien pour le sexisme que pour le racisme, que pour l'antisémitisme, l'homophobie et tous les sujets de discrimination, et que équiper, outiller les personnes pour les aider à mieux réagir, c'est, je crois, aujourd'hui ma responsabilité professionnelle. Bon, merci d'avoir déjà osé créer cet atelier. C'était anticipé un peu une question que je voulais te poser, mais c'est parfait. Peut-être qu'on va l'affiner et aller encore plus loin. Je voulais te demander, dans ta vie pro aujourd'hui, comment tu incarnais justement ce sujet de l'ouverture à l'autre, de l'ouverture au monde? Alors, du coup, il y a le sujet du sexisme, je pense, mais je pense que c'est pas le seul. Et ni ta seule façon d'incarner en fait cette ouverture à l'autre. Tu peux nous en dire un peu plus? Je me rends compte en fait dans notre échange que par rapport à la réflexion que j'ai eue avant qu'on se parle sur mon ouverture à l'autre et comment est-ce que je me connecte et je m'intéresse en fait à l'autre et à sa propre vision du monde, finalement, l'ouverture à l'autre, c'est pas la mienne vis-à-vis des autres, c'est comment est-ce que j'accompagne le fait que chacun essaye de se connecter à l'autre et à être un allié, à être aidant dans sa relation aux autres. Et finalement, les ateliers expérientiels que je débloque aujourd'hui, c'est ça, c'est comment tu peux t'ouvrir à l'autre, comment tu peux t'ouvrir à te connecter aux situations que l'autre peut vivre et à comment est-ce que tu peux l'aider en fait à ne pas reproduire ces situations. Ça peut être aussi de parler à celui qui agresse. Comment est-ce que tu expliques à quelqu'un qui fait des blagues sexistes sans s'en rendre compte, à ton vieil oncle Bob qui, à chaque fois, amène des sujets hyper polémiques à table, politiques, et comment tu crées les espaces d'échange en fait pour pouvoir se parler, pour pouvoir échanger les opinions. Et ça, c'est aussi mon travail de facilitatrice en fait. Comment est-ce que tu amènes les gens à avoir des conversations qui comptent? Comment est-ce que tu fais pour te connecter, pour pouvoir partager ton opinion, dire ce que tu penses sans crainte d'être jugé, sans toi-même t'auto-juger, en te disant que ta contribution dans l'échange à ce moment-là va te faire grandir et faire grandir l'autre. L'ouverture au monde, aux autres, pour moi, c'est ça, c'est à chaque fois que tu peux te connecter à une nouvelle personne, y compris quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord, dont tu ne partages pas les valeurs, ça te fait grandir. Personnellement, je suis très d'accord avec ça et merci beaucoup de l'avoir reformulé tel quel ce sujet au fil de nos échanges. Euh, je me demandais aussi si tu as un avis sur une opinion, une pensée en tout cas sur pourquoi est-ce qu'il y a ces biais, est-ce qu'il y a ces filtres, est-ce qu'il y a cette absence, enfin, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que finalement cette ouverture au monde, c'est quelque chose qu'on doit créer, qu'on doit travailler et que c'est plutôt l'inverse qui est la norme aujourd'hui en tout cas. Mais j'ai peut-être un filtre qui déforme. Est-ce que tu connais la théorie du monde juste? Non.
Je veux bien que tu nous l'expliques. La théorie du monde juste, en fait, c'est la conviction que quelque part, il y a une justice dans le monde. Donc, c'est une manière, en fait, de voir le monde qui va expliquer ou qui va donner de la rationalité, en fait, à l'absurdité du monde. Euh, alors, attention, les phrases que je vais utiliser sont des phrases un peu dures, mais si elle s'est fait sexuellement agresser, c'est que quelque part, elle l'a cherché. La théorie du monde juste, en fait, c'est la première réaction du cerveau quand tu vas entendre que quelqu'un s'est fait agresser, c'est de se demander qu'est-ce qu'elle elle a fait pour provoquer cette situation-là. Ou bien, il vit en dessous du seuil de pauvreté. Bah, quelque part, c'est peut-être qu'il fait pas tout ce qu'il faut pour s'en sortir. C'est de venir, en fait, justifier l'injustice. Le monde est absurde. Notre cerveau cherche à développer des mécanismes qui lui permettent de donner une logique au monde. Et ces mécanismes déforment en fait la réalité et l'injustice du monde. C'est que être au mauvais endroit au mauvais moment, c'est pas forcément le karma. C'est peut être aussi la malchance d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Voilà ma réponse sur les biais. Merci pour cet éclairage, je ne connaissais pas cette théorie. J'aime bien poser cette question maintenant à tout le monde, c'est pour sortir un peu de ça, mais quel est ton rêve à toi? Spontanément aujourd'hui mon rêve personnel en fait c'est que la flèche de vie sur laquelle je suis aujourd'hui poursuive son chemin. Mm. Je suis submergée de gratitude de la vie que j'ai. Je suis en bonne santé. Mon mari, mes enfants et mes parents aussi, et mes frères et sœurs. Euh, j'ai des amis que je trouve hyper inspirants et inspirantes et qui sont disponibles et aimants et soutenants. Je fais un travail que j'adore, que je trouve important et utile et qui se fait sur un rythme qui me convient, à la fois chez moi et loin de chez moi, donc avec des espaces d'introspection et de connexion forte. Donc, c'est que tout ça continue, en fait, et continue à se développer dans un équilibre, pro, perso et social. Ça, c'est mon petit rêve personnel. Parce qu'en fait, je dis ça, mais c'est aussi teinté de l'état dans lequel j'ai démarré cet échange avec toi aujourd'hui. Mon rêve, il est en fait beaucoup plus grand. Je pense à notre pays, aux élections qui vont arriver, et j'ai envie de vivre dans une société qui est moins polarisée, qui est moins dans le conflit, qui est dans une recherche de plus d'équité. Euh, Comment est-ce qu'on vit ensemble? Comment est-ce qu'on fait société? Comment est-ce que chacun, dans sa spécificité, on vient apporter quelque chose au monde et se sentir important et utile pour l'ensemble? Et puis, à la lumière de notre monde aujourd'hui et de notre planète, mon rêve, c'est que demain, on arrive à se parler, que il n'y ait pas des gens qui soient tués pour des frontières, mais aussi pour des raisons environnementales, qu'on ait accès aux mêmes ressources. Donc, j'ai conscience que dans ma réponse, en fait, je suis dans une petite réponse individuelle et presque individualiste, en fait. Et j'aimerais avoir un rêve collectif, mais tout ça est aujourd'hui très flou pour moi. Et du coup, à l'inverse, mais peut-être que c'est déjà sur ça que tu tends, c'est quoi ton challenge? Mon challenge, c'est de me dire que ma goutte d'eau, elle a son utilité au milieu de situations, de conflits qui me dépassent tellement et sur lesquels j'ai tellement peu prise. Mon, mon challenge là, c'est que
de garder la foi en fait que ma toute petite action sur le sexisme, elle a son utilité, et même si elle règle pas le conflit israélo-palestinien, ni le changement climatique, à ma minuscule échelle, elle permet aux gens de mieux vivre ensemble. Donc de garder la foi. Ouais. Merci pour partager ce challenge de garder la foi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Sur ton challenge, Ouais. moi, je suis partisane de la part du colibri, de chacun fait sa part à son niveau, quoi. Si tout le monde s'y met, fait sa petite goutte d'eau, finalement, ça forme des océans, quoi. Chaque océan est formé de plein de petites gouttes d'eau qui se posent pas forcément la question de ce qu'elles font, mais qui sont bien là et qui agissent dans le sens du courant, elles ne luttent pas, quoi. Donc, je crois profondément que les gouttes d'eau peuvent former des gros océans. Mais, euh, mais c'est un gros challenge pour moi aussi de garder la foi en ce moment. Et j'aime bien finir avec une question. Est-ce qu'il y a un conseil, une ressource, une personne que tu conseilles qui t'a particulièrement apporté sur ton chemin d'ouverture au monde, en fait, à l'autre? Merci d'avoir partagé, en tout cas, enfin, d'avoir répondu à mon tour à cette question sur le challenge. Et pour le coup, la question de l'inspiration, tu m'avais prévenu que tu me la poserais. Et euh, un conseil qui me revient souvent, qui m'a été donné par mon cousin dans une situation familiale compliquée, c'était: les difficultés ne sont pas là pour abattre, mais pour être abattues. Et je sais que cette phrase que j'ai entendue il y a 20 ans, c'est une phrase que je me répète quand même assez régulièrement quand j'ai besoin de trouver de l'énergie pour persévérer et m'accrocher. Même si aujourd'hui, la notion de abattre, en fait, dans cette phrase me dérange parce que j'essaye, en fait, d'être dans un élan plus positif et moins combatif. J'ai la chance d'être entourée de personnes inspirantes, je l'ai dit, mais en fait, ça commence par mes grands-mères. L'une a quand même été décorée de la Croix de guerre parce qu'elle est partie en fait sur le terrain pour combattre pour la paix. Une autre fumait des cigarettes, portait des pantalons et montait à cheval. Donc, il y a vraiment des images en fait de liberté et qui m'ont portée au niveau familial. Et ensuite, en descendant les générations, ma mère et mes belles-mères m'ont beaucoup, beaucoup inspirée aussi. C'est des femmes fortes, engagées sur un certain nombre de causes, à commencer par la cause féminine. Et puis, il y a mes sœurs, qui sont des personnes formidables. Et puis, il y a plein de femmes entrepreneuses que je connais aujourd'hui et qui voilà, me portent en fait par leur énergie. Et donc, bien sûr, il y a toi, Sarah. Euh, et il y a aussi voilà, les femmes qui sont derrière Arborescence, le réseau d'écoles, qui sont derrière Enquête, qui travaillent sur le fait religieux et le vivre ensemble au travers, enfin, en parlant de religion. Il y a les femmes derrière les projets de diversité et d'égalité hommes-femmes, voilà, qui sont très nombreuses. Il y a aussi des hommes, hein, mais il se trouve que là, spontanément, c'est des femmes qui me sont venues en tête quand j'ai réfléchi à ta question. Voilà. Et puis, euh, et puis, il y a la communauté de pratique dont je fais partie, qui m'inspire beaucoup. Donc, je suis facilitatrice. Et il y a les pratiques de l'art of hosting, l'art d'avoir des conversations qui comptent. Une fois par an, en début d'année, on fait un festival des conversations qui comptent. Cette année, ce sera le 1er, 2 et 3 février 2024 à Paris. Et on peut choisir en fait d'y passer une journée, 2 jours ou 3 jours. Et c'est en mode forum ouvert, c'est-à-dire qu'on arrive sans savoir de quoi on va parler. On peut proposer des sujets et toute la journée, dans plein d'espaces différents, on peut discuter avec des inconnus ou pas, de sujets pour lesquels on avait envie de discuter ou pas. En tout cas, on se laisse surprendre et on fait confiance à l'univers et c'est des journées très énergisantes de rencontres vraiment inspirantes. Festival des conversations, Art of Hosting. Tu nous donneras le lien pour qu'on le mette en dessous du podcast, je pense. Avec plaisir. Comme ça, on le sortira avant février, de toute façon, je pense. Euh, Génial. Merci Anne-Gaïd d'avoir joué le jeu de mes questions prévues, celles plus ou moins improvisées. D'avoir joué le jeu, d'avoir répondu, d'avoir montré ta petite graine d'étoile à toi.
Est-ce que tu as un dernier mot par lequel tu aimerais terminer cet épisode? Oui, je voudrais te dire merci. Pendant ce temps d'échange, j'avais pris des notes, j'avais essayé de me préparer et encore une fois, en fait, tu, tu crées un espace de confort, de confiance et d'écoute où, j'ai l'impression d'avoir pu être pleinement moi-même, sans m'auto-juger et merci de m'avoir offert cet espace-là, même si, on va clore cet échange et je n'ai aucune idée finalement de, tu vois, je me dis, en fait, on va avoir vraiment l'impression que je pars dans tous les sens et que c'est quand même un peu barré tout ce que je dis. Mais et en fait, peut-être pas. Peut-être qu'en fait, tu as réussi à faire en sorte que ce que je dise puisse peut-être être utile aux gens qui vont écouter. Enfin, en fait, il y a une forme de lâcher prise, voilà, donc merci de m'aider à lâcher prise, en résumé. Merci pour ça, Ngaïd, et merci pour tout notre échange depuis le début. Est-ce que ce que vous ne voyez pas, vu que vous n'avez que ma voix, c'est que je suis au bord des larmes depuis le début et que j'espère que vous ressentirez autant d'émotions à travers les mots que Ngaïd nous a partagés que moi. Je n'avais pas prévu de te mettre au bord des larmes. Moi non plus, mais c'est pas grave, on accueille aussi ça. Merci Sarah et j'aimerais envoyer plein d'amour en fait à tous les gens qui tomberont, volontairement ou par hasard sur, ces quelques minutes d'échange et qu'au travers de, la profonde amitié en fait qui nous lie, cette amitié naissante depuis 1 an qui nous lie, aura comme réverbération en fait de vous faire vous sentir, aimé et entendu et écouté et gros hug, câliné, voilà, Sur ce câlin par plein ta voix qui câline d'amour. tellement bien. Voilà. Bon, là, un peu de pression du coup pour finir avec ma voix sur un Ah! câlin plein d'amour. Si jamais vous nous écoutez, que vous n'avez pas... Alors, soit vous pouvez prendre la personne à côté de vous dans vos bras, soit vous pouvez vous prendre vous-même dans vos bras en faisant un gros câlin pour terminer tous ensemble cet épisode à faire un gros câlin. Et merci d'avoir écouté, merci à Ngaï d'avoir partagé et on se retrouve de toute façon très bientôt sur cet espace de Graines d'étoiles. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous voulez être tenu au courant de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. À très bientôt.